On va pouvoir commencer. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on accueille pour cette deuxième édition du Transdisciplinary Immunology Journal Club François-Xavier Danlos, qui est interniste, immunologiste et qui travaille à Gustave Roussy et qui est actuellement en mobilité au Dana-Farber. Et qui va donc pour cette deuxième édition nous parler d'immunologie de cellules exhaustées, donc de cellules T, avec un nouveau concept d'utiliser les cytokines de type 2, donc plutôt utiliser le monde que l'on connaît assez peu en fait finalement des TH2 et de toute cette immunologie de l'allergie et qui est plutôt connu d'autres spécialistes pour essayer d'améliorer l'efficacité de ces débuts cytotoxiques et essayer d'améliorer l'efficacité anticancéreuse évidemment, puisque c'est toujours un des sujets. Donc l'idée de en tant que participant, euh, l'idée c'est qu'il ne faut pas hésiter vous à présenter des papiers que vous aimeriez vous présenter pour une prochaine édition. C'est ouvert à tout le monde. Et l'objectif, c'est de présenter des sujets dont vous pensez que, en dehors de votre spécialité, les gens pourraient être intéressés et que c'est pas un truc extrêmement pointu qui va de votre uniquement qui va intéresser que votre spécialité. Mais donc là, c'en est un parfait exemple d'avoir l'union de différents types de cytokines et de prises en charge. Donc merci François-Xavier pour cette proposition de papier. Je te laisse la parole. Voilà. Merci beaucoup Samuel. Vous m'entendez toujours, c'est toujours bon pour le son. Parfait. Je suis désolé, j'ai des angoisses dessus. Bah oui, donc je suis ravi de participer à ce journal club. Je suis ravi de présenter cet article qui a récemment été publié dans la revue Nature, qui a été, c'est un travail en collaboration entre le TFL à Lausanne et une université de Hangzhou en Chine, qui va traiter effectivement de l'étude des effets de l'administration à des souris. C'est un travail exclusivement murin, d'interleukine 4 dans des modèles de murins de tumeurs pour agir et essayer de renforcer l'activité antitumorale de thérapie, d'immunothérapie basée sur les lymphocytes TCD8. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, comme disait Samuel, c'est de faire rencontrer. Moi, ce qui m'a tout de suite intrigué quand j'ai vu le titre, c'est de faire rencontrer un peu deux mondes, tout ce qui va être cette immunité de type 2, TH2, l'interleukine 4, et les lymphocytes TCD8 exhaustés antitumoraux. Donc, j'ai un peu sur. Et puis, je trouvais que c'était intéressant par rapport à ce qu'avait présenté Samuel la dernière fois sur l'inhibiteur de JAK, parce que l'interleukine 4, on en parle un tout petit peu, mais effectivement, c'est médié notamment par les voies de JAK-STAT aussi. Euh, et donc, je trouvais que ça rebondissait bien sur la dernière présentation. Et un peu sur ce qu'avait proposé Samuel la dernière fois, j'ai fait un peu d'introduction au début qui a permis de moi pas mal de réviser. Donc, n'hésitez pas à intervenir. J'ai fait des ellipses, hein, donc j'ai choisi des généralités pour essayer d'introduire le sujet. Après, j'ai présenté l'article en lui-même. Enfin, j'ai repris les figures et on va essayer de les voir ensemble. Et après, ce qui était vraiment intéressant, c'est que ce qu'on avait discuté aussi la dernière fois et ce qui m'a incité à prendre ce papier, c'est qu'il y a d'autres publications récentes sur l'interleukine 4 en immuno-oncologie. Et la majorité, c'est des papiers qui ont plutôt un effet délétère dans l'interleukine 4, qui serait en contradiction avec celui-ci. Donc, ce que je trouvais vraiment intéressant ici d'évoquer. Donc, pour commencer, je vais vraiment prendre des grandes généralités, mais donc, on est dans le champ de l'immuno-oncologie. L'idée, c'est qu'effectivement, on sait depuis longtemps et on utilise aujourd'hui l'immunité antitumorale à visée thérapeutique. L'idée, c'est que les cellules tumorales vont être capables, dans des contextes types, de mourir et d'être immunogéniques à leur décès via les cellules dendritiques qui vont aller internaliser les potentiels peptides antigéniques qui, celles-ci, vont migrer après activation dans les tissus tumoraux, dans les organes lymphoïdes, notamment les organes lymphoïdes secondaires, ou être capable de présenter des peptides notamment tumoraux, qui vont aller stimuler des lymphocytes T, notamment des lymphocytes TCD8 spécifiques via leur TCR pour ces peptides tumoraux qui vont être présentés par les molécules majeures d'histocompatibilité présentées par les cellules dendritiques. Ce qui va activer ces lymphocytes TCD8
entraîner leur prolifération, leur expansion oligoclonale, leur capacité fonctionnelle, notamment de migration. Elles vont quitter les organes lymphoïdes secondaires, passer dans la circulation sanguine, être attirées vers les tissus tumoraux via des gradients de chymokine, être passées dans le tissu tumoral et avoir un effet antitumoral, et notamment rester aussi dans les tissus tumoraux où elles vont s'organiser avec d'autres cellules immunes. Et ça, c'est ce qui est décrit et ce qui a été renouvelé l'année dernière comme le cycle d'immunité antitumorale efficace. Et on sait que chez les patients qui développent des cancers, ce cycle est inefficace pour des raisons multiples et variées. Et c'est sur quoi les chercheurs travaillent actuellement à essayer d'agir, de comprendre d'abord et d'agir pour rétablir une immunité antitumorale efficace. Ça s'inscrit dans un chapitre qui est essentiel, c'est celui de l'immunoediting tumoral, qui a très longtemps été utilisé dans murin. Il y a des données chez l'homme qui suggèrent que ça existe réellement. C'est que donc, effectivement, dans un tissu normal, certaines cellules sous l'effet d'exposition de cellules épithéliales, essentiellement des cellules de tout type, vont sous l'exposition à des carcinogènes, potentiellement mourir, devenir anormales, acquérir des anomalies dans leur ADN, et elles vont schématiquement agir sur leur environnement par deux mécanismes, en émettant des signaux de danger, pour activer les cellules immunes locales, et aussi en émettant, via les anomalies dans leur ADN notamment, des antigènes sur leur CMH de classe 1 qui vont entraîner des réponses immunes. L'association des deux, signaux de danger et expression d'antigènes sur leur CMH anormaux, qui vont être connus par les cellules immunitaires adaptatives, elles vont entraîner l'élimination de ces cellules tumorales. Donc il y a une activation globale innée adaptative de l'immunité qui va être spécifique de ces cellules tumorales, qui vont les permettre de les éliminer. Et en fait, sous cette pression immunitaire, certaines cellules tumorales, schématiquement, on va vite, mais elles vont acquérir des capacités d'échappement à cette réponse immune, certaines d'entre elles. Elles vont persister dans le tissu et au bout d'un moment, parfois, en force de sélectionner des mécanismes d'échappement, elles peuvent persister. C'est ce qu'on observe chez les patients qui développent des cancers, soit des cancers très localisés ou des cancers métastatiques. Et donc, pareil, très vite je passe, mais globalement, c'est les voies de costimulation inhibitrice, qui sont PD1, PDL1 et PDL1, sont très impliquées dans ces mécanismes d'échappement et d'immunoéditing. Je vous disais qu'il y avait donc c'était très murin initialement, mais il y a des papiers récents qui le suggèrent. Donc là, c'est un travail intéressant sur lequel je passerai vite, bruxellois, en collaboration avec l'équipe de Jérôme Gallon au Cordelier, où ils sont intéressés dans un programme de dépistage du cancer, ils ont proposé une étude à des patients tabagiques pour réaliser des fibroscopies bronchiques. C'est ce qu'on voit ici. Les patients n'avaient pas de cancer, mais ils ont fait des biopsies systématiques au niveau des bronches et ils observaient des degrés d'évolution vers de l'épithélium bronchique néoplasique. Et ils l'ont gradé, et ce qu'ils observent, c'est qu'au fur et à mesure, chez des patients qui ont des niveaux de métaplasie, de dysplasie, et puis ensuite d'invasion avec des cellules épithéliales tumorales qui vont franchir la membrane basale de l'épithélium bronchique, ils observent qu'effectivement, il y a une modification du micro-environnement immunitaire avec une augmentation de l'infiltration immunitaire. C'est ce qu'on voit ici, là, sur les grades les plus dysplasiques. Et sur les grades ultimes, où il y a une infiltration de la membrane basale, peut-être l'expression de molécules de costimulation inhibitrice, notamment de PDL1, ce qui favoriserait l'échappement aussi immunitaire de ces cellules anormales. Et aussi, ce qui est intéressant, qui peut rebondir avec ce qu'on avait expliqué la dernière fois, sur des molécules, des cytokines immunosuppressives et inflammatoires comme l'interleukine 6, qui est celle qui semble être le plus exprimée ici sur les derniers stades au niveau de épithéliales invasives. Donc, pour illustrer effectivement le rôle de ces molécules de costimulation inhibitrice pour permettre l'échappement aussi immunitaire des cellules tumorales. Et donc, PD1, PDL1, c'est majeur, vraiment, c'est de la redite, mais c'est important. Gordon Freeman, ils ont identifié en 2000 que PDL1, donc l'identification du récepteur de PD1, était une molécule qui était puissamment inhibitrice des fonctions lymphocytaires T. Et si vous stimulez des lymphocytes T in vitro et que vous mettez le PDL1 sur des cellules qui sont activées par du CD3, ça va réduire drastiquement les capacités de prolifération de ces cellules, leur capacité de production d'interféron gamma et d'interleukine 10. Notamment parce que les lymphocytes T, lorsqu'ils sont activés, vont se mettre à exprimer à leur surface cette molécule de costimulation qui est PD1, et donc une molécule inhibitrice qui va inhiber les fonctions des cellules T qui vont avoir été activées par une signal sur leur TCR initial.
Et donc, dans le cadre de l'immuno-oncologie, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Et quand il y a eu la découverte de PDL1, les chercheurs ont en parallèle regardé si on pouvait identifier l'expression de PDL1 dans les tissus tumoraux. Et vous voyez une publication en 2002 où effectivement, PDL1, à la différence des tissus sains, dans différents types de tissulaires, notamment ici des cancers du poumon en haut, cancer de l'ovaire au milieu et mélanome, donc des cancers qui sont très variés, on retrouve l'expression de PDL1 par les cellules tumorales dans les tumeurs. Donc tout ça, ça a conduit au développement de nos immunothérapies inhibitrices et points de contrôle, PD1, PDL1, avec aujourd'hui une présence quasi systématique des anticorps monoclonaux anti-PD1, anti-PDL1 dans la prise en charge des patients qui sont atteints de cancers très variés, en oncologie solide, mais aussi en hématologie. Et donc tout ça, ça arrivait assez vite, il y a plus de 10 ans maintenant, et avec des données, donc là on arrive un peu dans l'introduction du papier dont je vais vous parler après, où effectivement on s'intéresse à quelles sont ces voies de costimulation sont extrêmement importantes pour l'échappement des cellules tumorales, dans certaines cellules tumorales au système immunitaire. Donc il y a eu un développement d'anticorps monoclonaux qui vont bloquer les voies de costimulation entre PD1 et PDL1. Là, on va parler un petit peu de PD1 dans le papier, mais pas tant que ça. Enfin, pas trop de PDL1, pardon. Et donc, dans le cadre des essais cliniques précoces qui ont été réalisés, il y a des observations translationnelles qui ont été réalisées chez les patients traités dans le cadre de ces essais cliniques pour essayer d'identifier quelles sont les caractéristiques dans les tumeurs des patients qui allaient avoir une réponse antitumorale au traitement par anti-PD1 et ceux qui n'allaient pas répondre au traitement par anti-PD1. Donc ici, c'est un exemple publié en Nature en 2014, où les auteurs, c'était une cohorte de patients traités dans un essai clinique précoce pour des mélanomes métastatiques. Et ce que les auteurs ont observé, ce qu'ils représentent ici, c'est que les patients qui vont avoir un effet bénéfique antitumoral du traitement anti-PD1 pour leur mélanome, avec une diminution de la taille des lésions, sont ceux qui semblent, en tout cas, on retrouve chez ces patients une infiltration de lymphocytes TCD8 dans la tumeur qui préexiste au traitement par anti-PD1. Et le fait d'administrer chez ces patients le traitement par anti-PD1 semble augmenter la densité d'infiltration par les lymphocytes TCD8 en cours de traitement dans la tumeur. Ça, chez les patients qui ont une réponse antitumorale de leur mélanome à cette immunothérapie. Par contre, chez les patients qui ne répondent pas, on a l'impression qu'il y a beaucoup moins d'infiltration TCD8 dans la tumeur et le traitement par anti-PD1 ne semble pas avoir d'effet sur ces lymphocytes TCD8 qui n'augmentent pas en densité dans la tumeur, en tout cas dans le groupe de patients qui sont ici. Et un élément important aussi, c'est d'ajouter à l'infiltration de lymphocytes TCD8, qui vont être la cible peut-être du traitement anti-PD1, une des cibles, c'est le fait de rétablir par le traitement par anti-PD1 des fonctions antitumorales, notamment les fonctions de cytotoxicité. Donc là, c'est ce qui est illustré sur le panel à droite, où en fait, on voit qu'effectivement, avant traitement, dans un exemple de patient qui répond, on retrouve peu en immunohistochimie de molécules cytotoxiques, qui est ici le coenzyme B, et c'est à peu près similaire avec les patients qui sont en progression. Par contre, une fois qu'on a mis le traitement, on a l'impression qu'en cours de traitement, on identifie des molécules de coenzyme B dans les tissus tumoraux chez les patients qui vont répondre au traitement. Donc, une fonction de lymphocyte T cytotoxique qui est potentiellement rétablie par le traitement anti-PD1. En tout cas, c'était le message de ce papier. Et ce phénomène qui existe chez les patients qui vont répondre, mais qui n'existe peut-être pas chez les patients qui ne vont pas répondre. On voit qu'il y a peu de lymphocytes T et qui ne sont pas cytotoxiques après traitement. Donc ça, c'est un papier qui a été publié en même temps qui montre qu'effectivement, probablement, là, c'est deux exemples de cas, un patient à gauche qui répond, un patient à droite qui ne répond pas, et le traitement par anti-PD1 semble augmenter l'expression de gènes en rapport avec les fonctions cytotoxiques des lymphocytes T, avec les fonctions d'expression de molécules cytotoxiques comme les enzymes, certains facteurs de transcription associés, des cytokines associées aux fonctions cytotoxiques, etc. Ce qu'on ne voit pas chez les patients en cours de traitement qui ne vont pas répondre au traitement. Donc, je vous introduis tout ça parce que c'est important. Donc, le papier d'après va se concentrer sur les lymphocytes TCD8 et cette fameuse l'exhaustion des lymphocytes TCD8, dont je vous parlerai un petit peu après. Et le fait que les traitements, en tout cas, un des rôles des immunothérapies proposées aujourd'hui aux patients, via les anticorps monoclonaux anti-PD1 et aussi les thérapies cellulaires, donc ce qui sera un peu de question de thérapie cellulaire dans le papier, c'est d'utiliser ces fonctions cytotoxiques antitumorales pour détruire les cellules cancéreuses. Donc, il est important d'essayer de comprendre au mieux quelles sont les caractéristiques des lymphocytes T qui sont présents dans les tumeurs
et c'est très complexe. Un sujet de recherche quotidien. Il y a des équipes qui s'intéressent à ça. Enfin, c'est leur activité quotidienne de recherche. Ce papier, il est intéressant parce que les auteurs ici sont intéressés donc, à des patients qui avaient des cancers du poumon et au lymphocyte TCD8 qui étaient présents dans les cancers du poumon. Et ils sont analysés par cytométrie. À gauche, ils ont fait une analyse en cytométrie de masse de différentes caractéristiques, enfin, des différentes populations de lymphocytes TCD8 qui étaient présents dans les tumeurs. Et ils ont identifié qu'il y avait des populations qui étaient différentes. Et moi, on va directement se focaliser sur les lymphocytes qui expriment PD1 en bas à gauche. Ici, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais on voit qu'effectivement, toutes les cellules qui sont dans le micro-environnement tumoral ne vont pas exprimer autant PD1. Il y a des populations de lymphocytes qui expriment fortement PD1, mais certaines ne vont pas du tout exprimer PD1. Et donc, probablement, ça suggère que ces lymphocytes n'ont probablement pas la même histoire, n'ont pas évolué dans un même process d'activation et que ça, probablement, et c'est ce qui est suggéré sur le panel en haut à droite, ici, là, toutes les cellules T qui sont présentes dans le micro-environnement tumoral ne sont pas forcément spécifiques d'antigènes tumoraux. Et ici, je vais vraiment aller très vite, mais en analysant les données tumorales de mutation, ils ont fait un travail pour identifier des potentiels néo-antigènes, et parmi les lymphocytes T qu'ils avaient étudiés, ils ont recherché ceux qui étaient spécifiques de néo-antigènes tumoraux. Et à contrepartie, ils ont essayé de regarder si effectivement, dans le micro-environnement tumoral, il pouvait y avoir des lymphocytes T CD8 qui n'étaient pas spécifiques de néo-antigènes tumoraux, mais potentiellement d'autres choses, et notamment de virus, par exemple. Et là, c'est un exemple sur l'EBV. Donc, effectivement, ils ont identifié que dans la tumeur, il y avait des lymphocytes T CD8. Certains étaient spécifiques de néo-antigènes tumoraux, et certains étaient totalement spécifiques d'autres choses, notamment de virus. Mais par contre, tous ces lymphocytes se retrouvaient dans le micro-environnement tumoral. Et ce qu'ils observent ici, c'est que malgré tout, donc là, c'est sur le panel en bas à droite, ces cellules peuvent exprimer PD1, même si elles sont spécifiques d'antigènes tumoraux en rouge ou d'antigènes viraux en bleu. Par contre, elles ont d'autres caractéristiques, et notamment l'expression de CD39, qui semble être très spécifique ici de lymphocytes CD8 qui vont être spécifiques de néo-antigènes tumoraux. Ou comme autre exemple, on a le CD49A ici ou CD103. Donc ça, ce que ça permet de faire ici, c'est d'essayer de déterminer quelles sont les caractéristiques phénotypiques de lymphocytes T plutôt spécifiques des néo-antigènes tumoraux et de les distinguer des lymphocytes T qui vont être différents. Et donc, il y a des travaux qui s'intéressent à décrire ces différentes populations. Ça, c'est un papier qui est aussi intéressant, qui n'est pas tout à fait dans le champ de la question de l'exhaustion, mais qui est quand même important. C'est ici, ils sont intéressés vraiment aux lymphocytes T CD8 et de les distinguer leur fonction et leur phénotype selon l'expression de PD1. Parce que c'est ce qui est représenté à gauche. Donc, ils ont fait un travail d'analyse de l'expression de PD1 et de l'intensité d'expression de PD1 à la surface des lymphocytes des CD8, et puis ils les ont classés selon l'intensité d'expression de CD8. Donc, il y a notamment 3 gros groupes, le bleu foncé, le bleu plutôt ciel et le rouge en haut, qui font très fortement PD1. Et ils retrouvent qu'effectivement, ces lymphocytes T CD8 dans les tumeurs qui expriment fortement PD1, c'est toujours des tumeurs humaines, sont celles qui expriment fortement PD1, qui vont exprimer d'autres molécules de costimulation inhibitrice comme TIM3 ici, et qui vont avoir des fonctions lymphocytaires qui vont être diminuées en cours d'activation, par ici CD3, CD28, par rapport aux autres cellules. Notamment, c'est ce qu'on voit là, c'est que les cellules en rouge qui expriment fortement PD1 ont des capacités réduites de production de cytokines, d'interleukine 2, de TNF ou d'interféron gamma, qui suggèrent que ces cellules, même si on les stimule avec un signal via le TCR en CD3, CD28, vont avoir des capacités fonctionnelles réduites. C'est ce qu'on appelle l'exhaustion. Et en parallèle, il semble que ces lymphocytes T, ici, ils n'ont pas regardé spécifiquement des réponses néo-antigéniques tumorales, mais ils ont regardé si les séquences de TCR, et ils observent effectivement ces lymphocytes T qui expriment fortement PD1, qui expriment d'autres molécules de costimulation et qui ont des capacités réduites d'activation et de prolifération, de production de cytokines. Elles ont aussi une forte expansion clonale avec beaucoup de TCR. Ça, c'est du coup, ils ont décrit les caractéristiques de ces lymphocytes CD8, exprimant fortement PD1, et qui effectivement semblent être en plus dans ce process d'exhaustion qui est le fait d'avoir des capacités d'activation et de fonction réduites lors de la stimulation par leur antigène.
Cependant, ce qu'ils ont observé ici, donc c'est ce panel de gauche, je vais peut-être le séparer, ce qu'ils ont observé, c'est qu'ils ont caractérisé ensuite en immunohistochimie que ils ont quantifié l'infiltration des tumeurs de ces patients atteints de cancer bronchique. Ici, c'est dans le cadre ici de patients traités avec des immunothérapies anti-PD1. Et ils ont identifié que ce sont peut-être a priori les patients qui ont le plus d'infiltration par ces lymphocytes TCD8 qui expriment fortement PD1 qui vont le plus bénéficier des immunothérapies avec une meilleure survie et un meilleur taux de réponse. Ce qui semble être illustré ici, où effectivement les patients qui répondent ont une présence de lymphocytes T CD8 qui expriment fortement PD1, à la différence des patients qui ne vont pas répondre au traitement. Donc probablement que le traitement par anti-PD1, ce qui suggère ici, va avoir un effet pour limiter l'exhaustion de ces lymphocytes T CD8 et leur permettre de rétablir des fonctions cytotoxiques spécifiques d'antigènes tumoraux. Je raccourcis, mais c'est toute l'idée de ces travaux, de ces descriptions. Et donc c'est important d'essayer d'avoir ça en tête, que dans le micro-environnement tumoral, il y a certaines tumeurs où on va retrouver des lymphocytes TCD8, d'autres on ne va pas en retrouver. Et dans les tumeurs pour lesquelles on va retrouver des lymphocytes TCD8, toutes les cellules qui sont présentes dans le micro-environnement ne sont pas spécifiques des tumeurs. Et celles qui sont spécifiques des tumeurs vont être stimulées de manière chronique par du fait de la persistance de l'antigène tumoral qu'elle n'est pas capable d'éliminer parce que les cellules tumorales ont développé des mécanismes d'échappement et vont développer ce fameux mécanisme d'exhaustion. C'est qu'en gros, si vous avez dans un contexte de stimulation antigénique de lymphocyte T initiale, à partir de cellules naïves, on va développer des cellules effectrices cytotoxiques effectrices qui vont aller essayer de détruire la cellule pathogénique, la cellule qui induit la réponse immune, et certaines cellules vont devenir mémoire. Si on est réexposé à l'antigène, les cellules mémoire vont reproduire plus rapidement des cellules effectrices en plus grande quantité pour ensuite répondre de manière mémoire à l'activation immune, etc. Et dans le contexte de tumeur, c'est le process, la persistance de l'antigène entraîne cette activation chronique des lymphocytes TCD8 qui vont rentrer dans ces processus d'exhaustion qui sont des programmes transcriptionnels et des programmes épigénétiques qui vont vraiment modeler les fonctions de ces lymphocytes. Et donc PD1, PD1, c'est important dans ce process-là, notamment. C'est encore un autre exemple, je vais un petit peu vite dessus, mais c'est pour illustrer que tout ça, c'est issu du modèle murin, mais en introduction, j'ai utilisé beaucoup d'observations chez l'homme, et notamment ici, c'est une autre étude clinique, où ici, c'est des patients qui sont atteints, à gauche, c'est un essai clinique où les patients ont été traités pour des cancers de la tête et du cou localisés. C'est un modèle de traitement par je crois que c'est du pembrolizumab en néoadjuvant. Les patients ont des biopsies avant et une résection chirurgicale au décours de la traitement par pembrolizumab et ensuite ils sont suivis. Et l'objectif principal, c'était d'entraîner au moment de la résection chirurgicale une réponse antitumorale complète. Et ici, les auteurs, ils se sont intéressés également aux lymphocytes TCD8 qui étaient présents dans la tumeur. Et ici, ils ont trié ces lymphocytes TCD8 qui étaient issus des biopsies tumorales et de la résection chirurgicale chez un nombre de patients qui n'est pas tous les patients traités, mais à peu près 5 patients, enfin à peu près 10 patients, et pour analyser en expression d'ARN en cellules uniques comment les lymphocytes TCD8 se distribuent les uns avec les autres. Et de la même manière, ils observent qu'il y a plusieurs populations de lymphocytes TCD8 et ils les ont séparés en 3 groupes. Donc, c'est en bas à gauche, il y a un groupe qui est rouge là, qu'ils ont appelé lymphocytes TCD8 en exhaustion. Il y a le groupe bleu qui est les lymphocytes TCD8 mémoire et un groupe vert qu'ils ont appelé autre. Et les cellules en exhaustion, ils ont défini comme ça parce qu'elles ont un programme transcriptionnel en rapport avec de l'exhaustion. Les bleus, c'est plutôt un process mémoire, parce qu'il est plutôt proche des lymphocytes mémoire. Et voilà. Et donc, ensuite, ils ont comparé les patients qui avaient présenté une réponse pathologique complète à ceux qui n'ont pas présenté de réponse pathologique complète. Donc, c'est ce qu'on va plutôt avoir à droite. Et ils n'observent pas de différence significative sur la proportion de la cellule mémoire dans la tumeur. Par contre, ils ont l'impression qu'il y a plus de lymphocytes TCD8 en exhaustion chez les patients avant le traitement, chez les patients qui vont bénéficier de l'immunothérapie néoadjuvante ici, par rapport aux patients qui ne vont pas avoir de réponse pathologique complète. Et notamment chez ces cellules en exhaustion, celles qui vont avoir un programme transcriptionnel en rapport avec de la cytotoxicité, ce qu'ils ont appelé ici cytotoxicité, CTX, ou l'épuisement des cellules qui sont trop avancées dans leur processus d'exhaustion. Et après, un des points qui est important et qui est
qu'ils illustrent ici, mais il faut prendre ça avec des pincettes, hein, c'est vraiment un domaine de recherche et d'observation, parce qu'il y a quelques patients qui ont été décrits ici, mais ce qu'ils observent, c'est qu'au cours du traitement, il y a une chute drastique chez les patients qui vont répondre au traitement de cette population de lymphocytes T CD8 en exhaustion cytotoxique. Et ce qui leur fait suggérer, donc ça c'est un travail de revue, mais que effectivement, les lymphocytes T CD8 dans la tumeur qui sont spécifiques des antigènes tumoraux sont enrichis sur les cellules qui sont en exhaustion. Il y a toute une population de lymphocytes T CD8 mémoire qui ne sont pas spécifiques des tumeurs dans la tumeur, dans des antigènes tumoraux dans la tumeur. Et parmi ces lymphocytes T CD8 en exhaustion, euh, celles qui sont spécifiques de la tumeur, qui ont une capacité de cytotoxicité, il y en a plusieurs populations. Là, ils les ont réparties en 3 groupes. Et je vais surtout faire un focus sur 2, mais c'est juste artificiel par rapport au papier qui vient ensuite. Il y a celles qui vont être des lymphocytes plutôt progénitrices exhaustées. Donc, c'est des cellules qui vont exprimer fortement PD1 et qui vont exprimer un facteur de transcription qui s'appelle TCF1, qui est important pour les processus d'exhaustion et aussi et qui est impliqué dans les capacités de prolifération des cellules exhaustées. Et à l'inverse, il y a toutes celles qui sont à l'autre bout du spectre des cellules en exhaustion, qui expriment aussi PD1. Elles ne le décrivent pas ici, mais qui exprimeraient moins le facteur de transcription TCF1, qui ont des capacités de cytotoxicité. Mais par contre, lorsque celle-ci est rétablie, notamment via l'utilisation d'anti-PD1, et ben en fait, elles auraient une faible capacité de survie, une très faible capacité de prolifération. Et donc, c'est des cellules qui disparaîtraient dans le micro-environnement. Donc ça, c'est vraiment enfin, probablement que c'est étayé par des données, mais ça reste un sujet de recherche important. Et dans le papier qui va venir, l'hypothèse de travail, c'est que ce sont ces cellules T exhaustées qui sont dans un process vraiment avancé de leur exhaustion et qui vont être très spécifiques d'antigènes tumoraux, qui sont les cellules qui sont avec le plus fort capacité de cytotoxicité, mais qui sont à risque d'être épuisées très vite et donc qui seraient impliquées dans le fait que les patients, malgré certains ont un bénéfice au traitement par PD1, malheureusement, parfois, ce traitement, cette efficacité peut être provisoire, le traitement avoir une efficacité non maintenue, etc. Donc, leur idée, c'est d'essayer d'augmenter les capacités de survie de ces cellules. Et donc, notamment, ils ont fait donc on sait que la question de l'antigène est majeure, des molécules de costimulation également, la présence des cytokines également. Je vais passer très vite. Et aussi, il y a tout un sujet sur le métabolisme des cellules. Et donc, c'est ce qu'ils ont un petit peu évoqué, c'est ce qu'ils ont analysé dans le travail ensuite. Donc, juste dire un mot là-dessus, c'est qu'effectivement, pour que les cellules soient capables de s'activer, notamment les cellules lymphocytes T soient capables de s'activer, de proliférer, d'avoir des capacités fonctionnelles, elles ont besoin d'avoir un métabolisme actif efficient. Et notamment, là, c'est lors de l'activation, ce qui va être important, c'est vraiment la capacité de glycolyse des cellules. Donc, il y a un besoin d'apport en glucose, de métabolisation du glucose pour être capable de produire des molécules d'ATP. Donc, c'est des choses que je maîtrise plus du tout. Mais donc, c'est juste pour vous dire que c'est essentiel, que c'est important, que la glycolyse elle est majeure, qu'il faut apporter le glucose, qu'il faut métaboliser ces molécules pour être capable de produire de l'énergie dans la cellule. Donc, on en parlera un petit peu dans le papier juste après. Et donc, il y a du remodelage des métabolismes avec une capacité glycolytique qui sont réduites dans les cellules en exhaustion. Et là, on va arriver donc, à un modèle un petit peu classique, et ça va tomber quand même un peu comme un cheveu sur la soupe, mais comment arrive l'immunité de type 2 et l'interleukine 4 là-dedans? En fait, c'est là où c'est très atypique, c'est que traditionnellement, vous voyez, c'est une revue qui est récente, 2021, l'immunité de type 2, les lymphocytes TH2 et l'interleukine 4 et compagnie, c'est pas du tout envisagé comme des molécules qui vont avoir un impact bénéfique dans la mise en place d'une réponse immune antitumorale efficace, à l'inverse des immunités plutôt de type 1, qui est médiée par l'interleukine 12, interféron gamma, etc. Et donc, c'est plutôt des cytokines pour lesquelles on va avoir une vision comme ayant des effets pro-tumoraux avec remodelage du micro-environnement, des effets notamment sur les cellules myéloïdes et les macrophages, on en parlera un petit peu après, qui vont favoriser des fonctions immunosuppressives des macrophages et un remodelage du stroma avec des fonctions de fibrose, etc. Cette immunité-là, c'est plutôt le champ en
immunopathologie, des médecins qui font de l'immunopathologie, qui font plutôt parfois de l'auto-immunité, de la dermatologie ou de la pneumologie, avec un impact majeur dans les dermatites atopiques, dans l'asthme et dans certaines maladies systémiques. Et donc, c'est vraiment des pathologies où ces voies immunopathologiques sont étudiées. Ça, je vais passer parce qu'on n'en a pas besoin ici, mais globalement, effectivement, c'est un autre process de prolifération, notamment des lymphocytes TCD4. Et ce que je voulais dire ici, c'est qu'effectivement, il y a très peu de données sur quels sont les effets des molécules plutôt impliquées dans l'immunité de TH2, notamment les cytokines comme l'IL4, ou d'autres comme l'IL13 ou l'IL5, sur les fonctions des lymphocytes TCD8. Il y a des données que je n'ai pas reprises ici, ça aurait fait vraiment beaucoup trop, déjà que je suis un peu trop engagé en introduction, qui datent. Mais ce que les auteurs utilisent en introduction, c'est qu'il semble qu'il y ait par contre quelques données qui permettent d'envisager que l'interleukine 4 puisse permettre de favoriser la survie des lymphocytes T et des lymphocytes B. Et donc, ils utilisent ça comme introduction en disant que leur objectif dans ce travail, ça va être d'étudier si l'utilisation de l'interleukine 4 peut permettre de favoriser la survie des lymphocytes T CD8 dans la tumeur, qui vont être les cellules spécifiques de la tumeur, cytotoxiques et en process d'exhaustion. Parce que celles-ci seraient insuffisantes avec les capacités de survie qui sont vraiment très réduites. Et donc, cela pour essayer de favoriser la survie et le maintien des fonctions cytotoxiques des lymphocytes TCD8 antitumoraux dans la tumeur. Voilà, je pense que c'était quand même important parce que ce travail-là, il est arrivé vraiment dans un champ qui est assez spécifique et que je me suis permis d'essayer de reprendre. Donc, on va aller tout de suite dans les données. On va faire ça un petit peu vite, mais en gros, ce qui est important, c'est qu'ils ont vraiment, c'est un travail qui est mûr. Hein. Parfois, on a de la validation chez des sujets, des hommes, là, c'est pas le cas. Ils ont pris des modèles de souris où ils ont évalué plusieurs types de modèles tumoraux dans des souris et notamment en utilisant des thérapies, on va appeler ça des thérapies cellulaires spécifiques de certains antigènes qui vont être exprimés par les cellules tumorales qu'ils ont on va dire inséminées aux souris. Donc, donc là, ils ont des souris, ils leur mettent des tumeurs, là c'est un modèle de mélanome, et ils vont administrer par voie intraveineuse des cellules T qui vont être spécifiques d'antigènes présentés par les tumeurs qu'ils ont induites. Et en plus de ça, ils vont administrer en péritumoral, donc vraiment c'est en péritumoral, de l'interleukine 4 de manière répétée, qui est associé à un fragment constant d'immunoglobuline pour essayer de maintenir la persistance de l'IL4 de manière répétée. Et donc, il y a des souris qui vont entre guillemets, recevoir les cellules T CD8 spécifiques d'un antigène connu de la tumeur. C'est 6 jours après qu'on ait qu'on ait inséminé la tumeur. Et certaines vont avoir en plus l'IL4 en péritumoral. Et donc, ce qu'ils observent, c'est que les souris qui reçoivent en péritumoral de l'interleukine 4 en plus de la thérapie cellulaire intraveineuse ont une infiltration dans la tumeur plus importante de lymphocytes TCD8, de lymphocytes TCD8 administrés de voie intraveineuse et aussi de lymphocytes TCD8 qu'ils disent endogènes, qui ne sont pas spécifiques, qui ne sont pas celles qu'ils ont administrées par voie intraveineuse. Et donc ensuite, ils sont intéressés, donc ils voient qu'il y a une augmentation via l'IL4 administrée intratumoral, en péritumoral, de ces cellules TCD8 dans la tumeur. Donc ils sont intéressés au phénotype de ces cellules. Et donc ils ont notamment, par cytométrie, en regardant l'expression de PD1 de TIM3, ils ont observé que les lymphocytes T, les souris qui reçoivent de l'interleukine 4 en péritumoral, ont une quantité plus importante de lymphocytes TCD8 dans la tumeur, de manière absolue, mais qu'en plus, ces lymphocytes TCD8 qui sont dans la tumeur expriment plus de molécules de costimulation inhibitrice comme TIM3 et PD1 et TIM3. C'est ce qui est représenté là. C'est les cellules qui sont administrées par voie intraveineuse, les cellules thérapeutiques et aussi les cellules endogènes qui ne sont pas celles qui sont administrées. Donc ça, c'est des marqueurs d'exhaustion importants. Et en plus de ça, ces cellules seraient peut-être plus fonctionnelles. Donc celles en bleu là qui sont les souris qui reçoivent de l'interleukine 4, leur lymphocyte TCD8 dans la tumeur qui exprime PD1 et TIM3, en plus d'avoir plus de CD8, plus de CD8 qui expriment PD1 et TIM3, ces cellules ont plus de capacités fonctionnelles cytotoxiques, plus de granzymes, et peut-être plus de cytokines comme l'interféron gamma et le TNF.
assisté par cytométrie, et ils ont regardé aussi en transcriptionnel sur la RNA-seq et en single-cell RNA-seq. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est toujours les mêmes souris, toujours le même modèle. Ils ont enlevé les tumeurs et ils ont analysé en single-cell RNA-seq les cellules TCD8 qu'ils ont sorties de ces tumeurs. Et ils observent qu'effectivement, il y a une proportion qu'ils ont appelée de lymphocytes T CD8 en exhaustion et qu'il y a une proportion de groupes, de clusters de lymphocytes T CD8 qui va être différente selon qu'ils les souris aient reçu de l'interleukin 4 ou non. Et ce qu'ils décrivent, c'est qu'il semble qu'il y ait plus de clusters de lymphocytes T CD8 en exhaustion euh, dans chez les souris qui ont reçu les 4 en plus de thérapie cellulaire, et notamment de lymphocytes TCD4 qui vont être celles qui vont exprimer ces molécules d'exhaustion et de molécules de costimulation inhibitrice, et aussi elles vont être capables d'exprimer, on l'a vu en protéines, mais on le voit ici en ARN, des molécules cytotoxiques et fonctionnelles pour la cytotoxicité. Et donc ça, ils l'ont reproduit dans plusieurs modèles, en utilisant les mêmes souris, mais avec plusieurs modèles de cellules tumorales, de lignées de cellules tumorales qui expriment différentes. Donc, au départ, c'était mélano, après, il y a un modèle, il y a des modèles différents, et qui vont exprimer des antigènes distincts. Et ils ont les thérapies T spécifiques de l'antigène, pardon, qui vont être différents. Et ils observent qu'effectivement, dans chacun de ces modèles, ils augmentent toujours la survie des souris lorsqu'ils administrent en péritumoral de l'interleukine 4, en plus d'administrer en intraveineux les thérapies cellulaires. Et qu'en plus, ça induirait de la mémoire, parce que les cellules qui vont être pour lesquelles il va une guérir, si elles réinséminent des cellules tumorales, et ben, les cellules ne vont pas faire une prolifération des cellules tumorales. Donc ça, c'est ce qu'ils avaient observé avec les thérapies cellulaires. Et ensuite, ils ont utilisé un modèle en disant des anticorps monoclonaux anti-PD1. D'ailleurs, c'est anti-PD1, anti-TLA4, il me semble. Et un peu de la même manière, ils observent que associé en péritumoral, en plus des immunothérapies bloquant les points de contrôle en intraveineux, ils observent une amélioration de une diminution de la prolifération des tumeurs et une augmentation de la survie des souris en administrant l'IL4 à forte dose. Donc, ce qu'ils voient, c'est qu'effectivement, ça augmente la quantité de lymphocytes TCD8 dans les tumeurs, que parmi ces cellules CD8, il y a plus de cellules qui seraient en exhaustion, qui expriment des molécules de costimulation, que ça favorise l'efficacité des thérapies cellulaires ou des anticorps anti-PD1, et qu'il y a des proportions de cellules en exhaustion différentes. Et ils se sont dit, est-ce que ce sont plutôt celles progénitrices, qu'on a vu un tout petit peu en introduction, plutôt celles qui vont être avancées dans leur processus d'exhaustion, qui sont appelées donc il y a plutôt les progéniteurs d'exhaustion, les exhaustions terminales. Et donc pour ça, ils se sont intéressés à ce fameux facteur de transcription TCF7 pour le gène. Et ils ont fait un modèle de souris où ils ont associé TCF7 un modèle avec le récepteur de associé à la toxine de la diphtérie, et ça permet de tuer les cellules qui vont exprimer. En induisant aux cellules la toxine diphtérique, ça a permis de détruire les cellules qui expriment le facteur de transcription qui est associé ici TCF7. Donc, ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont reproduit le modèle tout à l'heure et ils ont tué, on va dire, ils ont éliminé les cellules et en exhaustion CD8 dans la tumeur qui sont progénitrices parce que ça serait associé au facteur de transcription TCF7. Et donc là, ce qu'ils observent, c'est que le fait d'éliminer ces cellules progénitrices en exhaustion ne supprime pas l'effet positif de l'infiltration lymphocytaire TCT4 induit par l'interleukine 4. Ce qui suggère, selon eux, que l'effet de l'interleukine 4, il est non pas sur les cellules exhaustion progénitrices, mais plutôt sur les cellules qui vont être en exhaustion terminale. Voilà, ça va aller très vite. Et que cet effet-là, donc toujours avec le même modèle, il est notamment lié au fait que les lymphocytes TCD8, notamment administrés en thérapie cellulaire aux souris spécifiques de l'antigène exprimé par les tumeurs qui sont présentes dans la souris, ils expriment le récepteur de l'interleukine 4. Et à l'inverse, tout à l'heure, si vous faites un modèle KO de cellules TCD8 qui sont administrées sans le récepteur de l'interleukine 4, le fait d'administrer l'interleukine 4 n'a plus aucun effet positif. Donc, en fait, il y a vraiment l'effet d'interleukine 4 administré en péritumoral chez ces souris est médié directement par un effet sur les lymphocytes TCD8 qui expriment à leur surface le récepteur de l'interleukine 4. Et cet effet-là de l'interleukine 4 pourrait notamment être lié au métabolisme de ces cellules T CD8 en exhaustion, notamment terminale, spécifique de l'antigène présenté par ces modèles, ces lignées cellulaires,
C'est ce qu'ils ont étudié ici avec un outil in vitro qui permet d'évaluer le niveau de glycolyse, des capacités de glycolyse des cellules étudiées. Et ils observent là que l'administrer l'interleukine 4 en péritumorale chez ces souris permet d'augmenter les capacités de glycolyse des lymphocytes T-cellulite par rapport aux celles qui sont par rapport à des cellules où on n'administre pas l'interleukine 4 en glycolyse générale. Et aussi le fait d'inhiber la glycolyse par cette molécule-là dans le modèle de souris avec la thérapie cellulaire, eh ben ça va diminuer et supprimer l'effet de l'interleukine 4 avec une infiltration qui va être réduite de lymphocytes TCD8 et notamment de cellules cytotoxiques. Et donc, ils ont voulu creuser ça, et donc ils ont fait un modèle toujours en single cell, mais cette fois-ci, ils ont analysé l'expression des gènes et l'accessibilité de la chromatine dans ces lymphocytes TCD8. Et ils ont pris des cellules qui ont des lymphocytes TCD8 qui ont exposé à l'interleukine 4 ou non, et ils les ont comparées. Et ce qu'ils observent, c'est qu'effectivement, en induisant l'IL4, il y a une expression de gènes qui semble être en rapport avec la voie de signalisation intracellulaire de l'interleukine 4, notamment l'augmentation de l'expression de STAT6, donc on repart sur JAK-STAT, et aussi en diminution de l'expression de molécules autres. Bon, je passe strict, j'ai peu de temps, j'ai peu de temps. Et donc effectivement, via STAT6 et d'autres molécules de co-stimulation intracellulaire, on a l'impression que le fait de supprimer STAT6 et la voie intracellulaire de l'interleukine 4 récepteur, ça va diminuer fortement la capacité de glycolyse et les capacités de l'IL4 d'induire l'infiltration de lymphocytes TCD8 cytotoxiques. Si on supprime le STAT6 et d'autres voies intracellulaires, ça réduit encore plus cet effet-là de l'IL4. Et donc, toujours avec ces données single cell, ils ont voulu savoir comment l'IL4 pouvait médier ça, et ils ont notamment des résultats qui suggèrent que ça puisse être lié au fait que les cellules CD8 qui sont exposées à l'interleukine 4 vont exprimer plus fortement une enzyme, en tout cas les ARN qui vont induire une enzyme qui est la lactate déshydrogénase de type A, qui est importante dans le métabolisme, notamment dans la glycolyse anaérobie. Que peut-être ça permet, ce qui s'illustre ici, c'est que peut-être que les cellules qui sont LDL4 ont une région promotrice de la LTHA qui va être plus accessible, et ça permet d'augmenter l'expression de ce gène et de la protéine. Et ce qui est toujours comme ils ont fait, c'est qu'ils montrent que ça peut probablement augmenter chez les 4. Et s'ils suppriment de manière spécifique la fonction de la LDHA, ben ça va rediminuer la quantité de CDI qui sont présents dans la tumeur. Je vois qu'il reste peu de temps, donc je vais passer ça. Mais en gros, c'est pour effectivement montrer que l'IL4, en induisant l'expression de LDHA, va favoriser le métabolisme du pyruvate en lactate, et de permettre de rétablir du NAD. Et ce NAD est essentiel dans les process de glycolyse anaérobie. Donc, ça va permettre de refavoriser la production le métabolisme du glucose dans ces lymphocytes TCD8 en exhaustion terminale cytotoxique. Donc, probablement de permettre la survie de ces cellules après, dans le contexte de l'immunité antitumorale dans la tumeur. Donc ici, ils ont vraiment utilisé, c'est intéressant, par contre, c'est plusieurs modèles murins d'immunothérapie différentes. Ils ont injecté des fortes doses d'IL4 en péritumorale, et ça augmente l'infiltration par des lymphocytes TCD8 cytotoxiques. L'effet de l'IL4 semble être direct sur ces lymphocytes TCD8 cytotoxiques, notamment en favorisant des fonctions métaboliques qui sont importantes pour permettre le maintien peut-être de la survie. Donc, est-ce que c'est ces cellules qui survivent mieux, et donc du coup on les retrouve en plus grande quantité, ou alors, et aussi leur fonction antitumorale cytotoxique. Bon. Par contre, c'est des modèles murins qui sont relatifs. C'est pas des modèles murins simples, parce qu'ils ont plusieurs modèles murins qui sont assez complexes, mais ça reste des modèles murins. Il n'y a pas d'observation chez l'homme. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est que c'est vraiment des modèles où c'est des courtes d'exposition à la tumeur. Hein. Vous voyez, c'est 6 jours. Donc, c'est pas du tout c'est pas du tout ce qu'on observe chez les patients. Les patients, ils ont leur cancer pendant beaucoup plus longtemps que 6 jours. Donc, tout le process intratumoral est beaucoup plus complexe chez l'homme. Et on est dans des situations de maladie tumorale qui sont localisées sans dissémination métastatique. J'ai d'autres diapos derrière pour mettre en contexte, mais si vous avez des questions, je peux faire une pause là pour les prochaines 10 minutes.
Merci FX. C'était super clair de revenir un peu sur toute l'histoire de PD1 et de recommencer par là et puis de voir un peu effectivement que l'IL4 ça sort un peu de nulle part. Ce que j'ai pas bien compris, c'est comment l'IL4 qui va augmenter l'infiltrat de cellules T exhaustées sans immunothérapie, parce qu'au départ ils le font sans immunothérapie, ça améliore le contrôle tumoral en fait. Qu'a priori, c'est les cellules exhaustées qui sont pas capables de répondre, qui sont augmentées. Non, oui, je vois ce que tu veux dire. Les premiers modèles, ils ont leur immunothérapie, c'est des lignées T, Mhm. CD8, qui vont avoir enfin, qui sont modifiées, hein. C'est des cellules qui ont un TCR spécifique d'un antigène qui est exprimé par la tumeur. Donc, ils vont administrer de fortes quantités de lymphocytes TCD8 qui vont être spécifiques d'antigènes tumoraux, donc ils vont avoir cet effet de thérapie cellulaire. Donc il n'y a pas d'effet sur la. En tout cas, il y a pas. Par contre, c'est vrai qu'ils n'ont pas dans ces modèles murins-là d'anti-PD1, quoi. Oui, Et par contre, c'est ça ils ont qui cette thérapie m'étonne. cellulaire. C'est ça qui m'étonne, Ouais. même si c'est déligné, il montre quand même assez bien que les cellules qui infiltrent, elles sont PD1 à des Ouais. niveaux élevés. Et donc, c'est un Ouais. peu bizarre qu'elles participent au contrôle tumoral. Alors, peut-être que parce que c'est déligné, du coup, elles ont la capacité de proliférer et elles bypassent un peu cette histoire d'expression de PD1. Mais moi, ce que j'ai compris et ce que j'ai envie de retenir de ce papier, c'est que c'est un truc en deux, c'est du billard à deux bandes. C'est-à-dire qu'un, on favorise l'infiltration intratumorale avec l'IL4 de cellules exhaustées qui ont une capacité de ne plus l'être si tu les exposes à une immunothérapie, une checkpoint par exemple, inhibiteur, et que donc tu as besoin des deux, et que du coup, tu as besoin que l'IL4 tout seul, a priori, n'a pas d'effet si tu rajoutes pas en plus quelque chose, quoi. Un immune checkpoint, quoi, un truc comme ça. Oui. Et c'est pas tout à fait le cas c'est ça qui est un peu bizarre, que je trouve un peu contre-intuitif entre les deux parties du papier. Mm. Euh, Moi, je suis pas surpris qu'il y ait plus que les lymphocytes TCD8 qui sont observés dans la tumeur, dans les modèles, dans ces petites tumeurs de souris, euh, dans les modèles où ils administrent des cellules T sans immune checkpoint, elles aient un phénotype d'exhaustion. Euh, elles sont recrutées, elles vont migrer dans ces tumeurs, elles vont avoir leur fonction cytotoxique, elles vont proliférer dans la tumeur quelques jours, là, c'est très court, mais quand même. Donc, a priori, elles vont avoir ces effets-là et elles vont, malgré tous les mécanismes de rétrocontrôle, ils vont s'appliquer. Donc, ça ne me choque pas qu'il y ait de Elles l'expression de deviennent. PD1, tout ça. Non. Et après, tu le rescues tu transformes en fait ces tumeurs enfin, tu forces l'infiltration de cellules qui vont subir l'immunoediting comme tu l'as parlé. Et ensuite, tu rajoutes l'immune checkpoint par-dessus et tu vas lever le frein. C'est ça. Ouais. Euh, oui, oui. Ouais. Bah, je pense qu'il faut le voir en deux temps. C'est comme si tu avais le. Enfin, non, pas en deux temps. Faut vraiment le voir comme une thérapie qu'ils ont administrée. Et là, tu as un modèle avec une tumeur. Et en fait, ce qu'ils regardent, ils vont alors analyser les cellules qu'ils ont administrées, mais aussi les lymphocytes associés en plus. C'est des 8 en plus. Enfin, de toute façon, ça reste un modèle. Et je pense que moi, j'ai mis du temps à voir, c'est vraiment très spécifique, hein, ce à quoi ils sont intéressés, ce qu'ils veulent, ce que leurs données suggèrent et en tout cas ce qu'ils veulent montrer avec leurs données, c'est vraiment cette capacité en administrant le IL4 à favoriser la survie de ces cellules T, CD8 qui seraient spécifiques en exhaustion. Ça, parce que par exemple, il y a des gens, je sais qu'il y a des, des chercheurs ou des boîtes qui s'intéressent à se dire, par exemple, ben, ces cellules T en exhaustion terminale, on ne peut rien faire avec elles. Donc, si on veut faire de la thérapie cellulaire, il faut identifier effectivement les TCR qui vont être spécifiques de tumeurs, mais par exemple, les cloner des cellules qui seraient plutôt mémoire. Parce qu'elles vont être, du coup, comment on va leur donner le TCR spécifique de tumeur, mais qu'elles vont avoir des capacités fonctionnelles de cellules mémoire, ça sera plus efficace sur le plan thérapeutique. Donc là, ça, c'est une autre stratégie. Donc, je trouve ça assez complexe. Et ici, ce qui est intéressant, c'est de dire, bah,
Non, finalement, ces cellules exhaustées, elles peuvent désespérer plein de gens. Peut-être elles vont avoir un effet ponctuel, mais on va favoriser leur survie avec cette IL-4. Je trouve que c'est une autre stratégie qui est intéressante. Ouais, non, c'est assez à contre-courant, quoi. Vas-y, Hmm. Javier. Oui, oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation super intéressante. Euh, Peut-être une question. Moi, je rejoins peut-être ton avis, François-Xavier, sur la cinétique, parce que est-ce qu'on peut vraiment parler d'exhaustion en quelques jours, quoi? Est-ce Ouais, qu'il n'y a pas je sais là pas. Ouais. vraiment, parce que pour moi, l'exhaustion, c'est la stimulation répétée chronique. Enfin, une des explications de l'exhaustion, c'est cette cinétique chronique. Est-ce que dans ce modèle-là, il manque ça finalement? Peut-être non? Je ne sais pas ton Ouais, je suis avis sur d'accord, ce point. je n'ai pas la réponse. Je suis d'accord. C'est court. Ça pourrait expliquer aussi qu'on voit des choses, Hmm. voilà, qu'on récupère entre guillemets facilement des cellules, enfin, d'un point de vue fonctionnel peut-être parce qu'elles n'ont pas, enfin, peut-être le phénotype d'exhaustion qu'ils voient n'est pas le même que celui qu'on voit dans une tumeur, quoi. Ouais, complètement. Ouais, je suis d'accord. Euh, complètement d'accord. Si j'ai 2 minutes, je Oui, trouvais vas-y. intéressant Est-ce de. qu'il y avait d'autres questions pressantes, là, des participants, ou sinon on peut attaquer sur ta discussion. En fait, ce que je trouvais intéressant, par ailleurs aussi par rapport à ce que tu avais présenté la dernière fois, c'est que, bon, voilà, c'est un exemple où on va essayer de favoriser la réponse TCD8 spécifique on va dire de tumeur en utilisant une cytokine. Et en fait, la dernière fois, c'était on va, avec un JAK inhibiteur, bloquer tout un process, tout un tas de voies de signalisation de cytokines, notamment immunosuppressives, en essayant de rétablir une réponse antitumorale. Et en fait, l'IL4, il y a beaucoup de papiers qui sortent sur l'IL4 actuellement, euh, et notamment un exemple, donc je vais aller très vite, mais ici, donc dans le papier, c'était on administre en péritumoral de fortes doses IL4 pour avoir un effet sur les CD8. Ici, ils sont intéressés, ils ont fait autre chose, ils ont pris des cellules tumorales, ils ont fait des librairies de CRISPR et ils ont cherché, ils ont c'est que du chaos, ils ont inactivé des gènes qu'ils ont considérés importants pour la co-stimulation, enfin les communications entre les cellules tumorales de modèles de l'ovaire et les cellules myéloïdes, notamment les macrophages dans la tumeur, parce qu'ils disent que les macrophages sont très importants, très présents dans le micro-environnement tumoral des cancers de l'ovaire. Et ce qu'ils observent comme étant, et ils ont donc fait des modèles murins, ovaires, screenés avec du KO sur plusieurs gènes. Et ils ont exposé les cellules à les souris à des anti-PD1. Et ils ont observé que chez les souris qui avaient un knockout pour l'IL4, une suppression de gène de l'IL4, ça augmentait la sensibilité des tumeurs à l'anti-PD1. Je vais très vite, hein. Et ce qui est marrant, c'est qu'en supprimant l'infiltration, le gène de l'IL4 dans les cellules tumorales, c'est les cellules tumorales qui produiraient l'IL4. Ça favoriserait l'infiltration et l'organisation de réponses immunes dans la tumeur, ce qu'on voit à gauche, notamment des agrégats humains avec des similats d'organes lymphoïdes tertiaires, avec des TCD8, mais aussi des CD4, des B, des dendritiques, tout ça. Et une donnée que je trouvais marrante en bas à droite, c'est que là, ce qui est intéressant ici, parce que c'est chez l'homme, c'est un peu en parallèle, c'est dans le papier, mais c'est une donnée ils ont regardé à partir de données de single cell RNA-seq dans des tumeurs ovariennes humaines, hein, quelles étaient les cellules, donc ils ont tout un tas de cellules immunes ici, qui semblent avoir été sensibles donc ils ont défini une signature d'IL4, donc définir l'expression des gènes dans les cellules qui seraient en rapport avec l'exposition de ces cellules à l'IL4, et ils observent que c'est essentiellement les cellules dites myéloïdes, et on ne voit pas du tout, par exemple, de cette signature d'exprimer dans les lymphocytes T ici ou les lymphocytes B. Donc plutôt un papier qui illustre que l'IL4 produite par les cellules cancéreuses, notamment ici de l'ovaire, aurait un effet peut-être délétère dans le micro-environnement tumoral en limitant l'infiltration immune de ces tumeurs euh, et peut-être avec un effet sur les macrophages. Donc, ce qui est plus traditionnel dans la vision des rôles des mutés de type 2 dans la tumeur. Et ici, c'est un papier qui a été publié l'année dernière, qui est important. C'est un modèle murin très intéressant où c'est essayer d'étudier
l'effet de... Donc, c'est pareil avec un postulat de départ que l'IL4 est importante pour la fonction myéloïde, notamment macrophagique. Donc, ils ont pris des souris où ils ont, comme dans le revue précédente, ils ont discuté, hein, c'est vraiment des tumeurs localisées, des tumeurs peu de jours d'exposition. Ici, ils ont fait un peu autre chose qui est important, c'est qu'ils ont pris des souris, ils ont mis je ne sais plus quelle lignée cellulaire tumorale, et là, ils ont étudié l'extension métastatique. Et ils ont supprimé le récepteur de l'interleukine 4 récepteur dans des cellules myéloïdes, c'est ça. Et ils ont observé que si on supprime l'expression de l'interleukine 4 récepteur dans les cellules myéloïdes, ça va permettre de diminuer l'extension métastatique des tumeurs. Donc, il y aurait un effet délétère de l'expression de l'interleukine 4 récepteur par les cellules myéloïdes dans ce modèle de tumeur. Et que, donc là, je vais vraiment être vite, je suis vraiment en retard, mais qu'en gros, cet effet-là, il serait peut-être médié. Ça, c'est quand même un modèle qui a une histoire qui est intéressante, c'est que ce serait une boucle médiée par le fait que les cellules tumorales produisent des facteurs qu'ils ont évalués dans le plasma de ces souris, et que ces facteurs vont avoir des effets systémiques sur la capacité de production de l'interleukine 4 par des cellules classiquement type 2, mais des mutéinées, qui sont les éosinophiles et les basophiles. Donc, sous l'effet des facteurs potentiellement produits dans la tumeur, les éosinophiles et les basophiles dans la moelle seraient capables de produire de l'interleukine 4. Et que cette interleukine 4 aurait les effets sur le recrutement, la migration et les fonctions des cellules, des monocytes, qui deviendraient des macrophages dans la tumeur, qui seraient plutôt immunosuppresseurs. Donc, un effet où, finalement, ce l'IL4 serait un messager entre la tumeur, la moelle, les éosinophiles basophiles et les macrophages qui migreraient. Et donc, ils ont, dans leur modèle murin, supprimé les basophiles et éosinophiles, et ils montrent que ça diminue les métastases pulmonaires. Ils ont bloqué l'IL4, etc., etc. Et eux, là où ce qui est marrant, c'est qu'ils ont voulu appliquer leurs observations à des patients. Et donc, ils ont utilisé une molécule qui est le dupilumab, qui est un inhibiteur qui bloque les récepteurs de l'interleukine 4 et de l'interleukine 13, qui est utilisé dans les maladies qu'on a vues tout à l'heure, pour l'associer à un anti-PD1 chez des patients atteints de cancer bronchique avec des maladies métastatiques qui étaient réfractaires à l'anti-PD1 administré préalablement. Et ils vont vraiment aller très vite, mais ils semblent observer des réponses antitumorales chez ces malades en associant l'anti-PD1 avec du dupilumab, qui est donc il y a 4 récepteurs. Et donc en illustrant leurs résultats et leurs réponses cliniques avec des observations sur le fait que ça augmenterait l'infiltration CD8, l'infiltration dendritique et l'infiltration B. Je crois qu'il y a aussi des observations sur les aussi. Donc ça, c'est qui est vraiment en plus par rapport au précédent et qui va à l'encontre de ce résultat-là, c'est qu'en plus, ils ont cette observation chez les patients traités avec un traitement qui n'est pas l'IL4, mais l'anticorps bloquant le récepteur de l'IL4. Ouais, l'opposé, C'est parce que intéressant. c'est quand même incroyable que là, tu as vraiment deux trucs qui vont complètement à l'opposé l'un de l'autre. Alors, c'est pas Exactement. C'est pour ça évident. que c'est un sujet très chaud en 2024 avec ces papiers. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont. Le Nature a pris l'autre papier. Enfin, je ne sais pas si c'est pour la controverse, mais en tout cas, c'est là, quoi. C'est un sujet qui Non, mais on illustre voit bien bien, la je trouve, la limite, complexité. on voit bien la limite d'étudier un type cellulaire, d'aller Ouais, dans des trucs probablement trop artificiels de souris, dans lesquels tu vas forcer un peu les choses. c'est Euh, ça. et s'intéresser qu'au CD8, alors que finalement, tu vois, si tu t'intéresses plutôt à la partie myéloïde, bah, tu as des réponses un peu différentes. Mais Ouais, ouais, c'est ouais, complètement. c'est intéressant en Ouais. termes de traitement. On a l'impression de revoir les histoires d'anticytokines qui ont déjà eu lieu par le passé, qui ont été plus ou moins successful, comme anti-TNF plus immune checkpoint pour essayer d'augmenter l'efficacité, qui a fait un peu pchit hein, aujourd'hui. De Ouais, revoir ça avec de nouvelles molécules comme le DUPI, non, c'est c'est ça. hyper intéressant et de voir si ça a un avenir. Bon, là, ça a l'air cool en termes de quelques malades, ouais, c'est encourageant. Et il y a un autre papier, mais je ne vais pas m'arrêter dessus. Il y en a deux autres que j'avais trouvé intéressants. Il y en a un où c'est un modèle murin de professeur Bousseau à Pasteur, où ils se sont intéressés plus à la... En fait, l'IL4, c'est important dans la co-stimulation TCD4, TFH, lymphocyte B. Et donc, c'est un papier qui est intéressant, je vous invite à aller regarder.
qui est un modèle murin exclusif, mais qui propose que l'anti-PD1 pourrait avoir un effet systémique dans les souris, notamment dans les ganglions, en modifiant la costimulation CD4-TFH qui exprime l'UPD1 et lymphocyte B. Donc ça, c'est encore un effet complémentaire intéressant. Et ici, c'est une observation qui est aussi intéressante, c'est qu'il y a certains patients qu'on traite par anti-PD1, chez qui on va observer une éosinophilie. Et ici, c'est une étude chez les patients atteints de cancer du sein, et ils ont une histoire encore en partant d'une observation qui est une augmentation des éosinophiles chez les patients qui vont répondre à un traitement par anti-PD1 avec de la chimio, que potentiellement ces éosinophiles vont avoir un effet antitumoral dans la tumeur. Donc ça, c'est encore une observation un peu contradictoire. Non, c'est encore une observation qui est plutôt en faveur d'un effet bénéfique antitumoral de l'immunité de type 2, qui là serait médié par des cellules lignées comme les polynucléaires éosinophiles. Donc je trouve vraiment que ça montre bien, en l'espace de quelques mois, là, des publications intéressantes qui s'intéressent à cette versant de l'immunopathologie qui se contredisent, mais qui ne se contredisent pas forcément, que ça ne va pas étudier forcément les mêmes choses. Voilà, je termine là. Écoute, merci. Je ne sais pas s'il nous reste temps pour une petite ou deux questions. On est un petit peu en retard, mais s'il y a vraiment des questions pressantes, on peut les prendre. Tant que les gens se réfléchissent un petit peu, je voulais te remercier vraiment d'avoir proposé ce sujet qui est vraiment, je pense, intéressant à la convergence donc différents domaines de l'immunologie pour lesquels on a effectivement pas beaucoup d'expérience et voilà, c'est un sujet qu'on pourra refaire et peut-être en essayant d'inviter des gens qui connaissent mieux que nous l'immunité de type 2, des pneumologues, Ouais, des complètement. immunologistes de la pneumologie, quoi, principalement, ou de l'atopie, qui pourraient nous aider aussi un peu et qui doivent connaître un petit peu les conséquences de ça sur l'expression de l'exhaustion et les conséquences de ça, ça pourrait être rigolo de refaire une session un peu controverse en présentant un autre de ces papiers qui va dans l'autre sens. Je pense que ça pourrait être rigolo en se focusant sur un des autres. Ouais. Merci beaucoup, François-Xavier. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve au mois de janvier. Alors, on va peut-être pas faire la première semaine de janvier, le temps que tout le monde se remette un peu des fêtes, mais plutôt vers la troisième, on va vous tenir au courant. Et donc, si vous n'hésitez pas à vous signaler auprès de Myriam qui vous envoie très gentiment les mails et qui a organisé tout ça pour proposer un papier pour une intervention pour janvier, février, mars. Enfin, voilà, on a toute l'année pour continuer à discuter de tous ces sujets. Donc, voilà. Merci à tous. Est-ce Vas-y. qu'on avait dit, je crois que c'est qu'on est obligé de faire, on peut faire des présentations beaucoup plus courtes. On avait même envisagé au départ de se dire on pouvait faire 2 présentations Ouais. vraiment succinctes.